Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1926, Roman Jakobson participait aux côtés de Willem Mathesius à la création du Cercle linguistique de Prague. Dans le 4e numéro de la série que lui consacraient Rosine et Robert Georgin en 1977, Jakobson racontait comment il était arrivé à Prague en 1920 et ce qu'il venait y chercher pour approfondir et élargir les recherches linguistiques qu'il menait à Moscou. Dans cette émission, on pouvait entendre Roman Jakobson rendre hommage au père de la linguistique moderne, Ferdinand de Saussure, et expliquer en quoi les travaux qu'il avait menés à Prague, aux côtés de Willem Mathesius et Nikolai Troubetskoy, s'étaient démarqués de ceux du cercle de Moscou et avaient permis de pousser plus loin ce qu'avait initié Saussure. Dans ce 4e volet, on pouvait également entendre le philosophe Roger-Paul Droit noter l'identité entre la démarche du fondateur de la phénoménologie, Edmund Husserl, et celle de Troubetskoy et Jakobson, alors que Robert Georgin soulignait, lui, l'apport du Cercle de Prague sur les questions touchant à la mémoire de la langue. Hommage à Roman Jakobson, 4e d'une série de 14 émissions, le Cercle linguistique de Prague et Husserl, diffusé la première fois le 29 octobre 1977 sur France Culture. La communauté radiophonique des programmes de langue française présente Roman Jakobson, 4e émission, le Cercle linguistique de Prague et Husserl. Avec des déclarations de Roman Jakobson, Roger-Paul Droit, Robert Georgin, et des textes de Husserl, Christian Morgenstern, Raymond Queneau, Boris Vian. Une émission de Robert et Rosine Georgin. Prague m'intéressait toujours comme un centre d'études slaves. Et dans le rapport fait par mon professeur Ushakov à l'université de Moscou, le rapport à la base duquel je suis devenu associé de recherche et candidat de professure, s'était dit qu'une chose que je devrais faire quand ce sera possible, c'est de travailler dans un autre pays slave pour avoir une connaissance plus personnelle des problèmes non seulement de grammaire comparée slave, mais de culture comparée, d'études comparées des Slaves en général. Et bien là, il y a eu tout à coup une possibilité. On m'a proposé la position de l'interprète de la mission du Croix-Rouge qui allait de Moscou à Prague dans la question des prisonniers de guerre. Et j'ai accepté cette position d'interprète. Quand je suis arrivé à Prague en 1920, ma rencontre la plus intéressante avec les savants tchèques, ce fut la rencontre de Mathesius. Willem Mathesius était un homme de grand talent, de grande compréhension, ce qu'il faut faire dans la linguistique. En 1925, il a appelé Karczewski et Trnka, un élève de lui, un savant distingué, et moi, il nous a appelés pour discuter la possibilité de créer ce cercle de Prague, qui a été inspiré par l'exemple de l'organisation moscovite et qui a eu la première séance en 1926. Or, l'atmosphère de Prague a été très favorable parce que
Prague, c'était à l'époque une ville, un centre d'un grand courant d'air international. Il y a eu aussi le fait important que Vienne n'est pas loin de Prague et qu'à Vienne, j'ai eu un grand ami avec lequel j'ai été habitué de travailler ensemble, et c'était Trubetskoy. Trubetskoy se sentait tout à fait isolé à Vienne, qui, dans le domaine de la linguistique, était encore inspiré par des idées souvent surannées. Et alors Trubetskoy est devenu l'un des membres du cercle les plus énergiques et les plus utiles. Et si je pense aux phénomènes, aux raisons qui ont permis d'aller plus loin que le cercle de Moscou et l'Opoyens, c'est que le problème du rapport entre la langue poétique et la linguistique en général a changé. C'était déjà un moment quand la linguistique structurale était formée, ou plutôt était en train de se former. Et alors, on a eu déjà un champ beaucoup plus vaste pour la comparaison et pour le développement de la méthodologie. Ça, ce sont des faits dont il faut se rendre compte. Et alors, aussi un autre phénomène nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a pu surmonter des attitudes quelque peu mécanistiques de l'époque du cercle de Moscou. Quand nous parlions d'une somme de procédés, d'une accumulation de procédés, là, nous avons déjà compris ce que c'est qu'un système qui forme véritablement un tout. On a été déjà suffisamment saussuriens, mais on a été déjà suffisamment prêt d'aller plus loin, de voir le système aussi dans le développement et d'ajouter aux idées saussuriennes la voie dialectique. Comment faut-il envisager le développement? À partir de cette pierre d'angle que constitue l'œuvre de Saussure, le cercle de Prague animé par Roman Jakobson va en effet découvrir, sur le plan théorique comme sur le plan pratique, ce qu'est une langue naturelle. Et par exemple constater, ce qu'avaient ignoré les linguistes avant eux, que toute langue suppose le jeu sur la langue. Une grammaire qui exclut les règles rendant compte de la cocasserie verbale et lexicale, comme les règles expliquant les anomalies sémantiques voulues par les écrivains, est une grammaire amputée. Plus encore, c'est une grammaire qui passe à côté de la spécificité langagière. « Excuse us, dit le campeur mâle, ma wir sind lost. »« Bon début, répliqua Sidrolin. »« Capito, egarirtes lostes. »« Triste sort. »« Campigne, lontano, us smariti. »« Il cause bien, murmura Sidrolin. Mais parle-t-il l'européen vernaculaire ou le néo-babélien? Ah, fit l'autre, avec les signes manifestes d'une vive satisfaction. Faut versteyer l'européen. Un poco, répondit Sidrolin. Mais posez là votre barda, nobles étrangers, et prenez donc un glace avant de repartir. Ah, capito, glace. Radieux, le noble étranger posa donc son barda, puis, dédaignant les meubles destinés à cet usage, il s'accroupit sur le plancher en croisant ses jambes sous lui avec souplesse. La demoiselle qui l'accompagnait fit de même. Serait-il japonais? Se demanda Sidrolin à mi-voix.
Ils ont pourtant le cheveu blond. Des Aino, peut-être. Et, s'adressant au garçon, ne seriez-vous pas Aino? Aïe! Non, moi petit ami de tout au monde. Je vois. Pacifiste? Jawohl. Et ce glace? Perd pas le nord, l'Européen. Sidrolin tapa dans ses mains et appela. L'Amélie. L'Amélie. On apparut. L'Amélie. À boire pour ces nobles étrangers. Quoi? De l'essence de fenouil, par exemple. Avec de l'eau plate. On s'éclipsa. Sidrolin se pencha vers les nomades. Alors, mes petits oisillons, vous voilà égarirtès? Paumé, dit la fille, complètement paumé. Seriez-vous française, mamie? Pas encore. Canadienne. Et ce glace? Demanda l'accroupi. Schnell? Qu'on trinque? Il est un peu casse-pied, dit Sidrolin. Bon, c'est pas le mauvais gars. Et naturellement, vous allez comme ça tous les deux au camp de camping pour les campeurs. Nous le cherchons. Vous êtes quasiment arrivés. C'est le long du fleuve, à moins de 500 mètres d'ici, en amont. Vi sint arrivati, s'écria le garçon en se remettant sur pied d'un seul mouvement. 300 yards. Andiamo. Cette citation était du linguiste Raymond Queneau. La philosophie de Husserl est l'outil conceptuel dont se serviront les Pragois pour élaborer leur théorie de la langue. La filiation entre Husserl, Jacobson et Troubetskoy a été mal comprise jusqu'ici. À l'étude des textes, elle apparaît cependant évidente. Roger-Paul Droit nous explique pourquoi. Quand on relit un certain nombre de pages de Husserl, on s'aperçoit que cet écart est encore plus petit qu'on ne pouvait s'y attendre. Et un certain nombre de pages de Husserl ont pu très directement être transposées, je dirais presque telles quelles, par les linguistes. Il s'agit essentiellement de la troisième des recherches logiques, celle qui est intitulée du tout et des parties. Peut-être faut-il rappeler quel était, à ce moment des recherches logiques, le projet de Husserl. C'est de faire la théorie des lois constitutives d'un système, dans leur plus grande généralité. Ce qui intéresse Husserl, c'est la question de la grammaire pure logique. Ce qu'il appelle l'idée de grammaire pure logique, c'est de rechercher dans quelle mesure il n'y a pas des lois a priori de toute organisation possible d'un système de signification. Quand on relit ces textes, on s'aperçoit que si l'on transpose ce qu'ils disent en termes linguistiques, voire même en termes de théorie phonologique, on retrouve, à très très peu de choses près, ce qui a été le cadre de pensée des travaux phonologiques, notamment de Jacobson et de Troubetskoy. Autre citation, je crois que ça c'est quelque chose qui peut être une des maximes du structuralisme, à condition encore une fois de remplacer signification par autre chose, c'est quand Husserl écrit que les significations sont soumises à des lois a priori qui régissent leur connexion pour former de nouvelles significations. À partir de ces exemples, d'une certaine façon, il y a bien une identité globale de démarche entre le Husserl de cette troisième recherche logique et les linguistes du cercle de Prague. Identité de démarche qui consiste à construire le cadre général, conceptuel ou idéal, dans lequel se déterminent ensuite des contenus concrets. Chez Husserl, il s'agit d'une grammaire pure logique, c'est-à-dire de l'ensemble des lois constitutives de tous les systèmes possibles de signification, et
pour les linguistes, il va s'agir des traits distinctifs ou des théories, des systèmes phonologiques de chaque langue particulière, à partir desquels vont pouvoir se développer l'ensemble de tous les énoncés effectivement prononçables de façon sensée. Il me semble qu'il y a bien là l'énoncé d'une espèce de programme qui sera, entre autres, rempli par Jacobson, avec sa recherche des éléments ultimes de la langue, quelque chose qui est déjà dit, et de la façon la plus explicite qui soit, par Husserl. Cet intérêt que pouvaient avoir ces travaux pour les linguistes, et la portée de sa recherche pour la linguistique, c'est quelque chose que Husserl lui-même n'a absolument pas ignoré. La morphologie des significations se délimite comme une sphère qui, considérée en elle-même, est primordiale et fondamentale. Du point de vue de la grammaire, elle met à nu une armature idéale que toute langue existante effectivement, obéissant en partie à des motifs humains universels, en partie à des motifs empiriques, variant accidentellement, remplit et revêt de matériaux empiriques selon des modes différents d'une manière qui lui est propre. Quelle que soit l'importance du contenu réel des langues historiques, comme de leur forme grammaticale pouvant être déterminée empiriquement de cette manière, toute langue est liée à cette armature idéale. Et c'est ainsi que la recherche théorique de cette dernière doit constituer un des fondements de l'élucidation scientifique ultime de tout langage en général. Petit intermède en forme d'art poétique. Il est évident que le poète écrit sous le coup de l'inspiration. Mais il y a des gens à qui les coups ne font rien. Signé Boris Vian. Les Pragois ne se sont pas contentés de réflexions théoriques. Ils ont beaucoup étudié la poésie sous l'impulsion toujours de Roman Jakobson. Ils ont exploré la peinture, le cinéma, la musique, le folklore aussi. Robert Georgin cerne l'importance de leur apport. C'était la première fois qu'on explorait l'une après l'autre les couches sédimentaires que le langage dépose dans la conscience collective du peuple qui le parle. On ne peut parler musique, ou peinture, ou folklore, qu'en termes de langage. On a retenu l'apport théorique du cercle de Prague. Mais on a oublié les travaux pratiques, à savoir la topographie pour la première fois relevée de cette terra incognita qu'était la langue. Prenons le folklore par exemple. Les coutumes, les légendes qu'il véhicule sont le seul souvenir des civilisations autres que nous avons connues dans le passé. Car un pays comme la France n'est pas resté statique au cours des millénaires qu'a duré son évolution. Il a connu, au sens ethnologique du terme, plusieurs formes de sociétés différentes, tellement évidentes pour les gens qui vivaient à ces époques révolues, que la trace écrite n'en a presque jamais été conservée. C'est la langue, le nomastique le plus souvent, qui le révèle en filigrane. Par exemple, l'institution matrimoniale. Nous sommes habitués à l'institution familiale qui est la nôtre, le père, la mère et les enfants, et qu'on appelle en jargon ethnologique la famille nucléaire. Nous ne nous rendons même pas compte que ce type d'organisation familiale est assez rare. En fait, il caractérise presque exclusivement le monde occidental. Et surtout, il apparaît chez nous assez tard, probablement vers la fin du XIIe ou du XIIIe siècle. Dans l'ancienne Rome existe une organisation clanique qu'on appelle la gens, et la gens est placée sous l'autorité d'un chef qui a pouvoir souverain sur les membres du clan. Par exemple, la gens Fabia est assez puissante pour organiser à elle seule la guerre contre Véies. Petit à petit, la gens se désorganise et, à la fin de l'Empire romain, l'évolution du droit atteste que la famille nucléaire, au sens moderne du terme, est née. Mais quelle évolution a de son côté suivi la Gaule ? Et quelles sont les conséquences des grandes invasions ? Les seules hypothèses qu'on peut se permettre sont attestées par la langue. Par exemple, une chanson de geste, comme Guillaume d'Orange,
révèle l'existence d'une structure familiale où l'autorité appartient non pas au père, mais à l'oncle maternel. Par exemple, l'étude des prénoms fait découvrir que, de nos jours encore, dans certaines campagnes, le petit-fils porte le prénom du grand-père paternel. Et cela signifie une structure de parenté où le petit-fils reproduit le grand-père, lequel grand-père se substitue au père naturel pour l'exercice de l'autorité. Et enfin, la lecture du cheval d'orgueil nous manifeste une structure matrimoniale bien plus étonnante encore. En pays bigouden, la coutume décrète à la naissance non seulement qui il est interdit d'épouser, la mère, la sœur ou la fille, mais aussi qui il est obligatoire d'épouser. Et encore une fois, c'est la langue seule qui conserve la trace de ces institutions disparues. La langue est le vrai cimetière des hommes, c'est la vraie mémoire des hommes. Et le cercle de Prague, sous l'impulsion de Jacobson, a été le premier à explorer cette mémoire de la langue, comme il était le premier à étudier cette réflexion de la langue sur elle-même qu'est la littérature, ce jeu de la langue avec elle-même, où l'expérimentation syntaxique et lexicale sert à nier le sens commun, à ruiner le rapport de la langue au monde, et à établir un système de valeurs absolument paradoxal, où la langue ne fait plus référence qu'à elle-même en établissant sa primauté sur les décombres du sens commun. Dans le métro, ça y sent mauvais. Et on a le droit d'y rien faire. Défense de cracher du sang, défense de fumer des harengs. Les places tamponnées 7 et 8 sont réservées aux squelettes et aux lépreux et aux jésuites, par ordre de priorité. On sort, et là il faut qu'on jette les cadavres dans la corbeille. Et au Luxembourg, c'est pareil. On n'a pas le droit de brouter l'oseille. Il faut tenir les cercueils en laisse, faut pas marcher sur le curé. Et pour se reposer la fesse, faut que la chaisière se soit étirée. Viens au bistrot, c'est bien plus chouette. On peut apporter sa cuvette, on peut cracher tout le sang qu'on veut, laisser les cercueils se marrer, danser le swing sur le curé, et fumer des têtes coupées, c'est-tu pas mieux? C'est-tu pas mieux? Mais encore une fois, répétons-le, tout cet énorme travail théorique et pratique n'a de sens pour Jacobson que dans la mesure où il lui permet d'élucider le phénomène poétique, quand Jacobson s'acharne contre les linguistes qui sont, comme il dit, les réducteurs et les aplatisseurs de la langue, c'est pour ce motif. La linguistique n'aura de sens que le jour où elle permettra d'expliquer la créativité du langage. Le jour où, par exemple, elle permettra d'expliquer ceci. De son enfant accompagné va, par Adam, le nasonné, à qui ses nez servent de pied. Ni Grand Larousse, ni Littré ne signalent le nasonné. Même Buffon l'a ignoré. Malire un jour l'a enfanté. De Malire aimé, il est né, le nasonné au pied de nez. De son enfant accompagné, comme on l'a déjà relaté, va, par Adam, le nasonné, à qui ses nez servent de pied. À la base de l'incessante recherche théorique et pratique qui fut menée pendant 12 ans au Cercle de Prague, il y avait, ne l'oublions pas, Saussure, le précurseur. C'est à lui que Jacobson tient à rendre hommage en premier. Les premières données, la première information sur le cours de linguistique générale est venue avec Karczewski, qui encore pendant la guerre a quitté Genève et est venu à Moscou. C'était l'un des derniers élèves de Saussure. Et Karczewski nous en a parlé. Nous n'avons pas encore vu le livre. Il n'a pas eu le livre avec lui. Il nous a parlé, et c'est très intéressant, que dans notre répertoire des termes de Saussure, nous avons certains termes
qu'on ne trouve pas dans ses publications, qui probablement étaient dans son enseignement oral, dans d'autres cours, car c'est ce qui nous a apporté. Par exemple, il disait toujours, voici un terme que Saussure employait souvent, c'est la poussière linguistique, c'est-à-dire des diverses formes qui sont restées hors du système, qui se sont conservées, des petits archaïsmes, etc. Et alors, nous avons eu l'habitude de dire ce que Saussure considérait comme poussière linguistique, et les Saussuriens de Genève ne connaissent pas ce terme. Ensuite, quand je suis arrivé à Prague en 1920, immédiatement je me suis mis en contact avec Séché et j'ai reçu les travaux de Baillet-Séché et les premiers exemplaires du cours de linguistique. C'est de ce moment-là que commence notre travail sur ce sujet. La communauté radiophonique des programmes de langue française vous a présenté Roman Jakobson, 4e émission, le Cercle linguistique de Prague et Husserl, avec les déclarations de Roman Jakobson, Roger-Paul Droit et Robert Georgin. Les textes de Husserl, Christian Morgenstern, Raymond Queneau et Boris Vian étaient lus par Guy Le Sire. Présentation Marcel Dossogne. La collaboration technique était assurée par Jean Balza, Paul Cougiac et Yvette Vietquin. C'était une émission de Robert et Rosine Georgin. C'était la 4e d'un hommage à Roman Jakobson en 14 émissions, diffusée la première fois le 29 octobre 1977. À suivre, et d'ici là à télécharger et réécouter sur le site de France Culture et sur l'application Radio France à la page des Nuits de France Culture.